Bonjour Anne-Laure, vous êtes diététicienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre métier et la raison pour laquelle vous avez choisi d'accompagner les femmes qui souffrent d'infertilité, notamment au Centre Majorelle, dont nous avons eu la chance de rencontrer la biologiste à notre conférence d'hier. Oui, bonsoir déjà. Bonsoir à tous et merci pour votre participation. Merci aussi d'organiser des conférences et des semaines comme ça avec plusieurs experts pour parler du SOPK, de fertilité, de santé féminine au sens large, parce que je trouve que c'est vraiment une chance pour les femmes de devenir un peu actrices de leur santé, de comprendre le fonctionnement et de pouvoir agir. Donc voilà, merci déjà pour ça. Donc oui, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2010 et depuis peu, je me spécialise dans tout ce qui est santé féminine au sens large, fertilité, donc forcément SOPK, endométriose, tout ce qui est du domaine de la périnatalité également. Donc ça, j'y suis venue assez récemment, petit à petit, principalement en devenant moi-même maman en 2019. Voilà, je me suis intéressée à la grossesse, à la maternité, puis finalement plus largement à la santé féminine et voilà, ce sujet me passionne, donc je ne cesse d'approfondir mes connaissances. Voilà, pour les mettre au service des femmes principalement. Ok, c'est vrai que c'est assez intéressant de constater qu'on est plusieurs dans ces cas-là où il y a eu un déclic, il y a eu cette maternité ou cette infertilité qui est survenue et puis qui a donné un peu un cheminement à notre vie, entre guillemets, à nos loisirs, à nos recherches. Moi-même, j'ai écrit mon livre quand j'ai essayé de devenir maman. On avait Eva qui a créé les complémentaires Sova, qui a aussi orienté tout ça quand elle a découvert son diagnostic. Donc, et voilà. Et c'est des personnes d'autant plus passionnées quand on est plus fier. Tout à fait. Donc, on va parler d'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'alimentation peut influencer ou jouer sur ce syndrome des ovaires polykystiques? Oui, bah, c'est vrai que les principaux mécanismes qu'on retrouve dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y en a plusieurs, mais les principaux vont être l'inflammation et l'insulinorésistance, qui sont fortement en lien, puisqu'ils vont être à la fois cause et conséquence l'un de l'autre. Et ça, en fait, on va pouvoir venir agir par la nutrition, venir agir par l'assiette, je dis toujours, sur ces deux mécanismes. Donc, c'est intéressant d'aller chercher vraiment les causes, en fait, des symptômes qu'on peut retrouver dans le SOPK pour aller travailler sur les causes et non pas seulement sur les symptômes. Donc, c'est vraiment ce que je travaille le plus en consultation, l'inflammation chronique et l'insulinorésistance. Voilà. D'accord. Oui, c'est des axes de travail aussi, des fois appelés types de SOPK, qu'on a déjà vu dans les conférences précédentes. Est-ce qu'on peut justement adapter cette alimentation par type? Oui, on peut adapter, alors plus qu'adapter par type de SOPK. Moi, je dis toujours, je ne prends pas en charge une pathologie, je prends en charge une personne, une femme. Donc, je vais plus adapter ma prise en charge par rapport à une femme qu'un syndrome. Maintenant, dans les différents types de SOPK, j'ai envie de dire que voilà, les mécanismes vont se rejoindre, donc la prise en charge va se rejoindre par rapport à l'inflammation, l'insulinorésistance ou la prise en charge du stress. Donc voilà, ça va être quand même travailler sur des axes communs et puis vraiment adapter la prise en charge par rapport à la femme que je vais avoir en consultation, quoi. Oui, bien sûr, c'est ce dont on parlait dans les précédentes conférences aussi, c'est qu'il faut rappeler qu'il existe aussi un type de SOPK par femme quasiment, donc Tout à faut fait. vraiment s'adapter à la personne. Et en parlant de conseils un peu plus global, quelles habitudes de vie on peut adopter déjà pour améliorer sa santé globalement, peut-être aussi les symptômes, quelles sont les bases qu'il faut connaître au niveau de l'alimentation?
Oui, alors effectivement, les conseils qui reviennent le plus souvent, peu importe l'objectif premier de la personne, moi j'oriente sur la notion de choix, de qualité. Donc, par exemple, savoir bien choisir ses féculents, ses glucides. Donc, quand on parle de pâtes, de riz, de pain, pommes de terre, etc., d'aller choisir vraiment des glucides qu'on dit complexes, on va dire riches en fibres, pour améliorer derrière sa glycémie, le taux de sucre sanguin, pour travailler sur la sensibilité à l'insuline, l'insulinorésistance. Donc voilà, première chose, c'est travailler sur le choix des glucides et puis surtout savoir comment les associer. Plusieurs astuces pratiques, c'est de savoir pour réguler un petit peu la glycémie d'un repas, c'est d'associer la consommation de glucides avec une source de protéines, par exemple, donc des œufs, de la viande, des protéines végétales, d'associer des fibres, des légumes, des crudités, et d'associer du gras, bon gras plutôt. Encore une fois, c'est une histoire de choix de qualité. Donc des huiles végétales, des oléagineux, noisettes, amandes, cajou, de toutes sortes. Voilà. Si on entoure un petit peu nos glucides de toutes ces choses-là, on va vraiment diminuer la charge glycémique du repas, améliorer donc la glycémie derrière. Et ça, on va agir sur la gestion du poids, sur l'insulinorésistance et tous les symptômes qui peuvent découler de cette insulinorésistance. Je pense principalement à de l'acné, à l'hirsutisme, etc. Donc voilà, ça va travailler de façon globale sur plusieurs choses. De végétaliser son assiette, c'est-à-dire vraiment de mettre les végétaux au cœur de nos assiettes, de nos repas, qu'il n'y ait pas un repas sans légumes, sans crudités, sans fruits, et d'aller vraiment puiser dans tout ce qui nous entoure, d'avoir beaucoup de couleurs dans l'assiette pour avoir beaucoup d'antioxydants, voilà, qui vont vraiment aider l'organisme à fonctionner. Et ça va être aussi un des conseils que je donne beaucoup, c'est de travailler sur la chronobiologie, c'est-à-dire de respecter un petit peu le rythme de notre organisme, à savoir qu'on sécrète tout au long de la journée différentes hormones, mais que ces hormones ne sont pas sécrétées en même quantité sur la journée, suivent certains cycles. Et donc, c'est d'adapter nos prises alimentaires un petit peu en fonction du cycle de ces hormones. Donc, par exemple, de favoriser des petits déjeuners peu glucidiques, mais plutôt une source de protéines dès le matin pour vraiment bien commencer la journée, favoriser la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est l'hormone vraiment l'hormone start de la journée qui nous fait bien démarrer. D'avoir pourquoi pas une collation avec un petit peu de glucides et des oléagineux pour apporter des bonnes graisses, et d'avoir un dîner plutôt type léger, végétarien, pour mieux digérer, favoriser la synthèse de sérotonine, etc., pour favoriser l'endormissement, l'apaisement en soirée. Donc ça va être un peu des axes communs qu'on va travailler, et voilà, je vais donner plutôt des astuces, des conseils aussi pratiques pour pouvoir les mettre en place à la maison. D'accord. Bah, justement, sur les conseils pratiques, je pense, et je sais que beaucoup d'entre nous déjeunent plutôt des repas très sucrés, Oui. par habitude, on va dire. Qu'est-ce que tu conseilles pour faire, qu'est-ce que tu conseilles pour faire cette transition avec plus de protéines le matin et moins de sucre? Ce que j'aime bien, c'est vrai que c'est bien d'y aller par étapes, parce que quand on part d'un petit déjeuner à tendance très sucrée, c'est compliqué d'aller tout de suite vers des œufs, du jambon, des choses comme ça. Dans ce cas, on va essayer de favoriser des glucides vraiment très complexes, très riches en fibres. J'aime beaucoup les flocons d'avoine, donc conseiller peut-être des porridge à base de flocons d'avoine. Je trouve que ça fait une bonne transition. Puis on y rajoute voilà des oléagineux, des purées d'amandes complètes ou des beurres de cacahuètes sans sucre. Comme ça, on garde encore cet aspect un peu qui se rapproche du goût sucré, plaisir, sans que ça soit très très sucré finalement. Ça peut être aussi des laitages, des laitages qui sont assez riches en protéines. Pourquoi pas dans un premier temps.
Et puis, voilà, commencer par transformer nos petits déjeuners sur le week-end quand on a un peu plus de temps, qu'on prend le petit déjeuner plus tard, faire des sortes de brunch peut-être dans un premier temps, et puis voilà, ensuite essayer ces mêmes petits déjeuners sur la semaine. D'accord, oui. Oui, c'est très intéressant de voir quelle peut être cette évolution parce que parfois, pour des personnes qui ont vraiment un rythme très sucré, passer directement à de la viande, des œufs le matin, ça peut paraître vraiment un pas un peu Tout à grave. fait. Donc, Ouais. bien sûr. Ensuite, on va échanger sur vraiment l'infertilité qui est au cœur du sujet de cette semaine de conférence. Comment les aliments en général peuvent jouer sur cette fertilité? Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent favoriser cette fertilité ou au contraire la détériorer? Alors, c'est vrai que quand on parle de fertilité, on va avoir besoin finalement de tous les nutriments, j'ai envie de dire. Ça me semble difficile d'essayer de favoriser des aliments par rapport à d'autres. Moi, j'essaye dans ces cas-là, de préconiser l'alimentation la plus variée possible parce qu'on va avoir besoin de toutes les vitamines, de zinc, de sélénium, d'iode, pour que votre organisme fonctionne. Il faut aller checker vraiment du côté de la thyroïde, voir si sa thyroïde fonctionne bien. Donc, il faut qu'il y ait des apports en iode, il faut qu'il y ait des apports en sélénium, il faut regarder tous les cofacteurs un petit peu de nos hormones. Donc c'est pour ça que je préconise souvent de faire une consultation préconceptionnelle, en fait, quand on parle de fertilité, de conception. Ça permet de faire le point avec les couples sur la consommation, de voir si justement c'est suffisamment varié ou s'il manque pas une catégorie d'aliments ou certains nutriments, certaines vitamines et qui pourraient faire défaut. Donc, voilà, c'est sûr que la vitamine B9, ça va être le grand incontournable, mais j'ai envie de dire pas que. La vitamine B9 aura besoin de vitamine B12, de B6, aura besoin de choline qu'on retrouve dans les œufs, dans les volailles. Donc, voilà, c'est vraiment la variété qui va primer dans l'alimentation fertilité. D'accord. On a eu une conférence aussi sur les compléments alimentaires. Est-ce que Oui. au début, après cette consultation préconceptionnelle, est-ce que tu conseilles de coupler un rééquilibrage alimentaire avec des compléments alimentaires ou d'abord commencer seulement sur l'alimentation et après voir si des compléments doivent être ajoutés? Pour moi, de toute façon, l'assiette, ça sera toujours la base. On ira toujours chercher les nutriments en premier lieu dans l'assiette. Pourquoi? Parce que ils sont sous la forme naturelle, donc en général mieux assimilés, mieux reconnus par l'organisme. Et on parle de ce qu'on appelle l'effet matrice, c'est-à-dire que la vitamine dans l'aliment va être mieux reconnue par l'organisme que si on l'a isolée dans un complément. Donc, toujours privilégier l'assiette. Maintenant, il m'arrive très régulièrement, oui, d'avoir recours aux compléments pour compléter des apports. Ça, c'est possible. Il va y en avoir certains qui peuvent être assez incontournables et assez basiques, comme le zinc, comme le magnésium, comme la vitamine D. Ça fait partie un peu des piliers. Et le reste, pourquoi pas investiguer avec des bilans sanguins pour voir s'il y a besoin de complémenter. Mais oui, j'y ai recours quand même de façon assez régulière. D'accord. On a une question d'Anaïs qui Oui. dit j'avais lu que les flocons d'avoine restent assez glucidiques. Peut-on manger porridge et bowl cake tous les jours? Alors oui, on peut en manger tous les jours, ça pose aucun problème parce que de toute façon, les glucides font partie de notre alimentation de base. Donc il faut les retrouver chaque jour, à chaque repas. Ça va dépendre en quantité de notre activité physique, de nos besoins. Mais on peut en manger tous les jours sans problème. Oui, ça reste une source de glucides, de toute façon. Mais ce qui va être intéressant, c'est leur source de fibres aussi également. En fait, finalement, quand on ingère des flocons d'avoine qui sont riches en fibres, l'impact sur notre glycémie va être moindre. Surtout si on les consomme juste dans un laitage comme ça, non cuit, j'ai envie de dire, pas comme dans un porridge. Là, les fibres vont agir vraiment d'autant plus.
Et ça va agir aussi en enrichissant notre microbiote, qu'on appelait autrefois flore intestinale, c'est-à-dire les bonnes bactéries qui peuplent nos intestins. Voilà, le microbiote a une influence sur notre santé, sur notre fertilité. Donc, voilà, les flocons d'avoine restent très intéressants, même si c'est une source de glucides. Justement, en parlant Pardon. Justement, en parlant de potentiels problèmes intestinaux, on a aussi des douleurs qui sont souvent liées au syndrome des ovaires polykystiques. Oui. Est-ce que les douleurs, elles peuvent aussi provenir d'aliments pro-inflammatoires? Comment les apaiser? Est-ce qu'un régime particulier avec peut-être un groupe d'aliments particuliers peut soulager ces douleurs? Alors, ça dépend de quel type de douleur on parle, mais c'est vrai que si c'est des douleurs plutôt intestinales, on peut aller chercher du côté des aliments dits pro-inflammatoires. Les plus courants, les plus connus sont le gluten et le lactose. Donc, ça, j'ai envie de dire, ça va être vraiment très individu dépendant. Faut faire des tests. Il faut peut-être aller sur des alternatives. Par exemple, le gluten, on peut essayer peut-être des céréales avec des blés plus anciens. Je sais pas, du pain de petite épeautre, par exemple, pour essayer de tester un peu sa tolérance. Le lactose, on peut essayer peut-être des produits d'origine végétale. Attention par contre, parce que ça reste des aliments que je trouve moi quand même assez transformés, ces aliments-là. Donc faire attention à la composition. On retrouve souvent beaucoup d'amidon transformé, de farine, de carragénane, etc. Donc voilà, c'est pas forcément mieux. C'est vraiment une tolérance individuelle. Donc moi, j'irai travailler plutôt sur des alternatives, mais j'exclurai pas tous ces groupes d'aliments parce que je trouve en santé, on va travailler un peu la balance bénéfice-risque, et je trouve que d'exclure des catégories d'aliments, finalement, on peut créer des déficits d'apport en nutriments. Donc voilà, faut voir cette balance bénéfice-risque. Et dans ce cas, on va préconiser par contre des aliments qui ont un pouvoir anti-inflammatoire. Je pense par exemple aux oméga 3. Hein, quand on parle de anti-inflammatoire, on pense forcément oméga 3. Donc c'est des acides gras polyinsaturés qu'on trouve dans les huiles végétales, par exemple noix, colza, voire d'autres qui sont encore plus riches, c'est lin, caméline, mais c'est plus fragile. Il faut vraiment bien les conserver au frais, ces huiles végétales. Ou alors dans les petits poissons gras, type sardines, maquereaux, harengs. Donc voilà, là j'essaye d'encourager vraiment la consommation d'oméga 3, voire la complémentation en oméga 3 aussi. D'accord, ok. Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux menus comme ça qui seraient anti-inflammatoires, entre guillemets, qui seraient peut-être des menus qu'on pourrait garder sous la main quand vraiment on sent beaucoup de douleur, beaucoup d'inflammation? Et ben, déjà des assiettes quand même riches en végétaux pour tout ce qui est antioxydants. Donc, je sais pas, une belle salade de crudités avec une huile de noix, et on rajouterait aussi encore je sais pas, des amandes effilées, des oléagineux pour les bons acides gras. Si j'adore donner la recette de rillettes de sardines ou de maquereaux, parce que c'est des aliments qui parfois présentés comme ça peuvent un peu déplaire. Donc simplement d'écraser ces sardines ou ces maquereaux dans un fromage frais ou un fromage blanc, et puis d'y ajouter plein d'épices, d'aromates qu'on aime, à tartiner sur un bon pain de petite épeautre. Voilà, je donne beaucoup ces recettes de rillettes pour apprivoiser les petits poissons gras. Ok, oui, c'est intéressant. Il y a, justement, Maëlle nous pose la question, est-ce que vous auriez une fiche mémo répertoriant des exemples d'aliments riches en zinc, magnésium, vitamine D, etc., à nous confier, ou même des récaps de menus? Alors oui, des fiches où on retrouve les principales sources de nutriments, oui. Après des menus,
J'ai quelques recettes comme ça. Après, c'est vrai que les recettes, ça reste très chronophage à élaborer, alors que je trouve que Internet regorge de super recettes. Donc, par contre, je peux vous conseiller quelques sites sur lesquels je vais chercher mes recettes. Il y a notamment le site Les Natives, où il y a des recettes assez SOPK friendly. Il y a le site internet La Cerise sur le Maillot, que j'aime beaucoup aussi. Oui, Les Natives, c'est ça. Après, pour transmettre les documents, je sais pas, je sais trop comment vous les faire passer. Je ne sais pas si on peut. Je pense pas qu'on puisse les passer depuis le live, mais sinon, vous pourrez me les transférer par mail et puis je les enverrai Ouais, cette ok. étude qui sont inscrites. Et puis, après, mail, n'hésitez pas à m'écrire, soit par mail, soit par les réseaux sociaux. Je ne sais pas par quel biais vous avez pu accéder à la conférence. N'hésitez pas à m'écrire en privé et me redonner votre mail, comme ça, on est sûr que Bien je sûr. lis les sites que Anne-Laure va m'envoyer. Du coup, on va continuer avec cette histoire de menu, d'améliorer son alimentation. En ce qui concerne tout ce qui est prise de poids, comment on peut la gérer au mieux, comment on peut même réussir à perdre du poids en modulant son alimentation. Oui. Là, je m'encourage vraiment de se faire accompagner pour tout ce qui est gestion du poids, perte de poids, parce que déjà, c'est souvent multifactoriel. Donc, j'ai beaucoup de femmes que je reçois en consultation qui me disent je comprends pas, je mange bien, je mange sainement et je perds pas de poids. Déjà, il faut voir la notion de manger bien, manger sainement. Peut-être que vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts, mais que finalement, c'est pas dans la bonne direction. L'erreur très fréquente aussi, c'est de pas assez s'alimenter ou d'enlever d'enlever les graisses parce que pendant des années les graisses ont été diabolisées alors qu'on a besoin des bonnes graisses, on a besoin de cholestérol pour fabriquer nos hormones, donc surtout ne pas diaboliser ce fameux cholestérol. Donc c'est vraiment se faire accompagner pour pas faire des erreurs. Et puis ouais, ça va beaucoup passer par les conseils sur les habitudes de vie que j'ai donné tout à l'heure, faire attention à la charge glycémique, végétaliser son alimentation, euh, faire attention aux apports en protéines, d'en avoir suffisamment aussi, respecter sa chronobiologie. Parfois, ça change énormément de choses, juste de savoir à quel moment manger les bonnes choses et avec quoi les associer. Ça change tout. Et voilà, en fait, connaître aussi ce mécanisme d'insulinorésistance qui est quand même présent chez 3/4 des femmes présentant un SOPK. Donc, de connaître comment prendre en charge cette insulinorésistance, ça permet de perdre du poids quand même plus facilement. Voilà. En parlant justement de cette chronologie des repas, on entend souvent parler d'un certain horaire auquel il ne faut pas dépasser pour le soir. Est-ce que justement il faut faire attention de bien manger, je sais pas, 2 heures avant de se coucher? Quelle est un peu la règle pour les repas du soir? Alors, dans l'idéal, c'est vrai qu'on ne pas manger après 20 heures, ce serait très très bien. Et ce serait d'avoir fini son repas 3 heures avant le coucher. Maintenant, en pratique, c'est pas souvent possible, donc en fait, on adapte aussi, voilà, à sa vie, à sa situation. Je reçois des femmes qui ont des dérèglements hormonaux importants, mais qui travaillent de nuit depuis des années. Donc, voilà, clairement, ces conseils-là ne peuvent pas s'appliquer. Donc là, on trouve d'autres solutions. On fait autrement, on s'adapte. Comme je disais tout à l'heure, le poids, c'est tellement multifactoriel qu'il y aura bien d'autres choses sur lesquelles on peut travailler également. Ok. J'ai une question ensuite. Au niveau de l'alimentation, pendant le parcours PMA, donc on en a parlé, c'est plutôt une alimentation équilibrée, qui est bien équilibrée dans toutes les catégories d'aliments. Et Oui. ensuite, en ce qui concerne le moment de l'anidation où
ou de l'insémination au moment de l'implantation de l'embryon? Est-ce qu'il y a des aliments à favoriser ou plutôt à faire attention? Est-ce que c'est des aliments qui peuvent être liés aussi aux aliments qui sont déconseillés pendant la grossesse? Voilà, comment ça se passe sur ces étapes-là ensuite? C'est vrai qu'on peut peut-être favoriser une alimentation très riche en végétaux pour booster les antioxydants, pour aider vraiment son corps son métabolisme à travailler. Les oméga 3 peuvent être intéressants aussi pour booster la production de progestérone notamment, qui va être vraiment importante dans cette phase-là, qui va un petit peu agir sur la fluidité du sang également. D'ailleurs, on entend souvent, moi j'ai la question quand même qui revient très régulièrement sur le jus d'ananas et l'ananas. Ça, c'est un aliment qu'on retrouve sur le net, qui est conseillé pendant cette période-là, parce qu'on retrouve beaucoup de bromélaïne dans l'ananas. Et c'est une molécule qui est effectivement anti-inflammatoire et anticoagulante, donc qui peut favoriser l'implantation, mais par rapport à la balance bénéfice-risque, encore une fois, le jus d'ananas apporterait tellement de sucre que je ne suis pas sûre que ce soit finalement intéressant. Voilà. Donc, je mets en garde toujours par rapport à la surconsommation d'un aliment, en fait, hein, que ce soit un bon aliment de base ou pas, les excès ne sont pas forcément recommandés. Mais voilà, d'aller puiser dans les antioxydants, dans les oméga 3, dans la vitamine B6 aussi, qu'on retrouve dans la volaille, par exemple. Tout ce qui va un peu booster la production de progestérone. Parfois, il m'arrive aussi de conseiller des plantes, de la phytothérapie, mais dans ce cas, je renvoie quand même vers des personnes qui sont vraiment spécialisées. Mais je trouve que la phytothérapie, ça peut vraiment, vraiment aider et venir compléter le côté vraiment assiette. D'accord, oui, parce que moi-même, pendant mon parcours PMA, j'avais lu pas mal de choses aussi par rapport à des infusions, des termes peut-être à la framboise, ou il y avait des choses comme ça qui avaient été évoquées. Donc oui, je pense que toutes les plantes, les fruits et tout ce qui tourne autour de ces sujets-là sont aussi des pistes à explorer. Tout à fait. Tout à fait. Et, par exemple, la naturopathie va vraiment aller travailler sur le global, en fait, à la fois sur la nutrition, la phytothérapie, la gémothérapie. Donc, oui, ça peut être tout à fait intéressant de compléter ça. Est-ce que vous, au sein de, je ne me rappelle plus à partir de quelle date vous avez rejoint le centre de PMA, mais est-ce que vous auriez par hasard déjà des témoignages de femmes qui ne sont pas de SOPK et pour qui le rééquilibrage alimentaire a été bénéfique? Alors, c'est vrai que j'ai rejoint le centre de PMA très récemment. J'ai envie de vous dire, le rééquilibrage alimentaire sera bénéfique pour toutes les femmes, de toute façon, quel que soit leur objectif. Les femmes que je reçois, l'objectif grossesse, c'est pas forcément l'objectif numéro 1 hein, dans mes consultations. Mais effectivement, oui, la perte de poids, j'ai des résultats. Et moi, ce qui me saute aux yeux en premier lieu quand je les revois en suivi, c'est surtout l'aspect de la peau aussi. Voilà, le rééquilibrage alimentaire, ça a vraiment une influence sur tout, donc pas que le poids, l'aspect de la peau et effectivement la fertilité, mais ça reste une prise en charge pluridisciplinaire en fait, sans dire que le rééquilibrage alimentaire va aider, mais voilà, c'est au sein de parcours PMA, donc voilà, ce sera toujours du pluridisciplinaire. Et par rapport à ça, quelles sont les différentes techniques autres de médecine douce que vous proposez ou que vous conseillez en parallèle d'un rééquilibrage? La naturopathie, donc souvent, comme je l'ai cité avant, après, je vais les encourager à faire ce qui leur plaît, en fait, par exemple, à gérer le stress, parce que le stress, c'est sûr que ça reste quelque chose qui peut vraiment dérégler notre système hormonal. Donc, si c'est du yoga, c'est du yoga. Si c'est de la méditation, si c'est de la sophrologie, si c'est de l'hypnose,
si c'est de la cohérence cardiaque, enfin, peu importe, je les encourage surtout à trouver leur truc. D'accord, ok. Et merci pour tes conseils et toutes ces informations. S'il y a des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à le poser dans le chat. J'aurais une dernière question pour terminer cette interview. Quel conseil donneriez-vous à une femme atteinte du syndrome des ovaires polykystiques? Dans un premier temps, de se faire accompagner par un professionnel avec qui on se sent bien, avec qui ça passe bien, on se sent en sécurité, et puis de changer les choses pas à pas en fait. C'est compliqué de vouloir tout changer en même temps, que ce soit au niveau de l'alimentation ou du mode de vie global, mais voilà, c'est d'aller vers le plus facile dans un premier temps et puis de changer ses habitudes de vie, son environnement au sens large, pas à pas. Mais voilà, c'est vraiment d'être accompagné, de se faire confiance et toujours avec bienveillance. Oui, en effet, c'est ce que je rappelle dans les différentes conférences. C'est important de se sentir écouté et entendu pour n'importe quelle spécialité et pour n'importe quel sujet. Et bien, je vous remercie pour cette interview qui était très riche et très Merci à intéressante. vous. On va terminer cette conférence avec l'intervention de Marion, qui est une des cofondatrices du programme MyLouf qui accompagne les grossesses. Pourquoi je voulais vous en parler ce soir à toutes et à tous? C'est parce qu'il faut savoir quand même que 70% des couples qui sont en parcours de PMA parviennent à réaliser leur projet parental, mais on ne parle pas de la suite. En fait, on a été accompagné tout le long de ce parcours qui a été plus ou moins long. Et malheureusement, enfin, heureusement, la grossesse arrive, mais malheureusement, il y a un certain manque d'accompagnement qui est noté une fois que cette grossesse est là. L'équipe médicale se met de côté puisque la grossesse a démarré. Pour la plupart d'entre nous, on considère que c'est une grossesse normale, donc il n'y a pas plus de suivi que ça. Et moi, j'ai décidé de vous présenter ce soir le programme MyLouf avec Marion qui est là. Bonsoir Marion. Bonsoir Priscilla. Donc, il va nous en parler plus sur la grossesse après ce parcours. Donc, Marion, je vais te laisser nous présenter qu'est-ce que le programme MyLouf. Déjà, merci de m'avoir invitée ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous dire un peu qui je suis. Donc, je m'appelle Marion Roucheux. Je suis la cofondatrice d'un média qui accompagne les femmes dans la maternité, qui s'appelle Les Louves et que j'ai fondé avec mon associée Marine il y a bientôt plus de 9 ans. Et en accompagnant les femmes à travers notre travail de journaliste, en rencontrant beaucoup d'experts, de spécialistes autour de toutes les questions de la périnatalité, on s'est rendu compte petit à petit qu'il y avait un vrai manque sur toute la partie accompagnement de grossesse et du postpartum, notamment d'un point de vue psychologique. Et c'est un manque d'accompagnement global, mais d'autant plus pour les couples qui sont issus d'un parcours de PMA, qui arrivent avec cette grossesse peut-être même encore plus précieuses que d'autres, ou en tout cas qui paraissent vraiment être un vrai trésor à protéger. Et on est très vite largué dans le grand bain de la grossesse, où on ne prend pas vraiment en considération ce qui se passe dans nos têtes. On sait qu'à ce moment-là, il y a plein de choses qui se passent déjà entre le moment de l'annonce de la grossesse. Ça peut être vraiment un choc. Il y a pas mal de psys qui vont même nous parler d'un trauma, donc d'un trauma positif, mais c'est quand même quelque chose qui a un très gros impact mentalement, d'autant plus évidemment si ça fait des mois ou des années qu'on l'attend. Il y a aussi un gros décalage entre ce qu'on a pu projeter et puis ce qu'on vit réellement. Et notamment pour les couples qui sortent d'un parcours de PMA, mais pour tout type de grossesse aussi, il y a cette question de la culpabilité qui en général arrive le jour même où on apprend qu'on est enceinte jusqu'à l'arrivée du bébé. Et j'ai envie de vous dire que pendant des années après aussi, c'est quelque chose qui nous tient au corps. Et cette question, voilà, de la culpabilité, de se dire qu'on n'est pas forcément à la hauteur ou que ça ne ressemble pas à ce qu'on avait imaginé et que du coup, on ne sait pas comment faire et qu'on ne va pas forcément être assez doué, entre guillemets, dans ce parcours de grossesse ou de parentalité.
Bref, donc nous, en partant de ce constat-là, en se rendant compte aussi que du coup, ça avait des impacts vraiment forts sur la santé mentale des futurs parents. Il y a quand même plus d'une maman sur 3 maintenant, c'est des chiffres qui augmentent d'année en année. Donc là, une maman sur 3 qui fait une dépression pendant sa grossesse ou dans l'année qui suit la naissance de son bébé. On sait désormais qu'il y a aussi un papa sur 10, donc c'est pas rien non plus, qui fait une dépression pendant la grossesse de sa compagne ou dans l'année qui suit l'arrivée du bébé. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un vrai manque d'accompagnement psy à ce niveau-là. Et donc, on a petit à petit, depuis 18 mois, essayé d'imaginer un programme qui permettrait d'accompagner les tout jeunes parents dans leurs premiers pas dans la parentalité. Voilà, je parle longtemps, mais l'idée, c'était vraiment ça sur la base. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé MyLouve en imaginant un programme d'accompagnement pour la grossesse et le postpartum. C'est 100% digital. C'est payant parce qu'on a besoin de pouvoir, nous aussi payer, les experts, qui répondent à toutes les questions qui sont là, derrière l'écran et en gros, ça fonctionne comment? Vous choisissez, le nombre de mois auxquels vous voulez vous abonner, mois par mois. Il y en a qui ont besoin de se sentir accompagnés, dès le parcours de préconception, d'autres qui vont vraiment avoir besoin d'un soutien, peut-être juste avant l'accouchement, d'autres, qui ont, un petit relâchement d'émotions et de sensations après la naissance. Donc voilà, c'est vraiment à la carte. Et ce qu'on a imaginé, c'est un programme donc sur plusieurs mois, 100% digital. L'idée, c'était de pouvoir vous donner accès, peu importe là où vous habitez. Et on n'est pas obligé d'être dans des grandes villes pour pouvoir avoir accès aux meilleurs experts. Donc l'idée, c'était de pouvoir tout faire en ligne. Et on propose des articles, des témoignages et des entretiens, avec aussi l'idée que ce qui était assez passionnant, c'est de pouvoir parler de la maternité avec un peu de recul. Je pense que notamment quand on sort d'un parcours de PMA, on a quand même beaucoup réfléchi à son identité de futur parent, à l'impact du bébé dans notre vie, etc. Là, nous, l'idée, ça a été d'aller creuser ça avec des philosophes, des scientifiques, des médecins, donc des auteurs, des autrices. Donc l'idée, c'était un peu de creuser le sujet. Et tous les mois, on vous propose 3 rendez-vous en live, en visio, pour rencontrer les meilleurs experts autour du sujet et pouvoir poser vos questions, que ce soit sur l'accompagnement de la grossesse, sur le mode de préparation à l'accouchement, sur justement vos inquiétudes particulières liées au parcours que vous venez de traverser. Et on travaille avec une équipe d'experts. On a beaucoup de psychologues, mais qui sont des psychologues maternologues. Donc ça, on a découvert que ça existait au cours des 9 dernières années. Ce sont des psys qui sont spécifiquement formés à toutes les questions de l'accompagnement périnatal. Et c'est encore plus essentiel quand on sort d'un parcours de PMA, parce qu'il y a pas mal de questions particulières qui se posent, d'inquiétudes aussi très particulières, d'angoisse. Et ce qu'on a pu comprendre, nous, ces dernières années, c'est que ces inquiétudes, ces angoisses et ces questions, elles sont normales, que finalement, chacune et chacun va se les poser et qu'à partir du moment où on sait qu'on peut trouver quelqu'un pour y répondre, ça change tout. Donc voilà, nous, c'était notre idée, c'était un peu d'apporter sur un plateau d'argent les meilleures personnes qu'on est allé sélectionner ces dernières années, avec qui on travaille en étroite collaboration. Et puis, il y avait l'idée aussi de pouvoir intégrer le futur papa ou la co-conjointe dans le parcours de soutien, parce qu'on est persuadé que c'est essentiel, qu'on est souvent 2 pour faire un bébé, et en tout cas si on l'a choisi, et que c'est important dès le départ de pouvoir impliquer l'autre. D'autant plus, comme on a pu le voir avec les différentes conférences de Priscilla cette semaine, que oui, c'est un parcours qu'on mène à 2 au moment de la PMA, que c'est vraiment un travail d'équipe et que ça ne s'arrête pas au moment où on tombe enceinte. Donc voilà, nous, notre idée, c'était de pouvoir apporter tout le soutien possible à ce moment-là, et le soutien psychologique qui n'est pas rien. Et il y a aussi quelque chose qu'on a découvert qui était assez intéressant en discutant avec les psys, c'est que la grossesse, c'est un moment qu'on appelle de transparence psychique. Donc en fait, c'est un moment très particulier qui va se passer dans votre cerveau. C'est mécanique, c'est scientifique, où pas mal de choses peuvent remonter à la surface, des choses de votre histoire familiale, de votre propre enfance, ou alors de grandes étapes vécues dans votre vie dont vous n'avez pas forcément conscience. Et le moment de la grossesse fait remonter tout ça. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, c'est vraiment un moment de crise identitaire, mais crise dans un sens qui peut être aussi très positif.
Mais ça demande parfois d'être accompagné, d'être suivi, de pouvoir poser des mots sur tout ça. D'où l'importance, en fait, nous, c'est un peu notre message de savoir que ça existe, que les experts qui peuvent vous répondre existent, qu'y faire appel, c'est tout à fait normal, et qu'il n'y a pas de tabou non plus autour de la santé mentale des jeunes parents. Voilà, quand on voit qu'un tiers des mamans sont susceptibles de faire une dépression liée à leur grossesse, je pense qu'il est hyper important en amont et très tôt, en fait, de savoir que quand on est confronté, entre guillemets, à ces questions, à ce moment spécifique de son parcours, il existe de l'aide. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Je te remercie, Marion, pour cette description très complète. Moi, si j'ai voulu présenter Maïlou ce soir, c'est parce que c'était un petit coup de cœur pour moi cette année. Je ne vais pas vous le cacher, moi j'ai rejoint leur équipe récemment et je les aide dans le développement de ce programme et l'ouverture aussi sur les couples en PMA, qui sont des couples qu'il ne faut pas oublier, où l'accompagnement est très important. Comme elle l'a dit, c'est très important de s'entourer d'experts. C'est normal que ça ne soit pas facile, d'autant plus après un parcours PMA. On peut avoir l'impression que la fin du parcours PMA et cette grossesse, c'est la ligne d'arrivée. En vérité, la ligne d'arrivée, elle n'est même pas à l'accouchement. On n'y arrivera peut-être jamais. La vie, elle continue tous les jours. Il y a énormément de défis à relever. Et c'est important de savoir dire, oui, je veux me faire accompagner avec plaisir et avec des experts, des vrais experts du domaine qui sont là et qui sont présents 2 fois par mois en live. Ce qui est important aussi de noter, c'est les ateliers d'écriture qu'il y a chez Maïlou. Pour moi, l'écriture, ça a été bénéfique au sein de mon parcours de PMA, puisque peut-être que certaines le savent, mais donc j'ai écrit le livre qui s'appelle le SOPK et l'infertilité, et si on en parlait, avec la grande moitié qui raconte tout mon parcours et mon témoignage, mon histoire, avec des notes d'humour, de douceur, etc., parce que c'est un parcours qui est riche en émotions. Donc voilà, globalement, pourquoi je voulais vous présenter Maïlou ce soir. N'hésitez pas à venir en message privé si vous voulez plus d'informations, je vous en parlerai avec plaisir. Et je remercie Marion d'être venue nous en parler ce soir. Merci à toi, Priscilla, pour l'invitation. Et merci à toutes pour votre présence ce soir. Donc, je vous remercie toutes et tous et je remercie encore Anne-Laure Sony pour son intervention ce soir sur l'alimentation. J'espère que cette conférence vous aura aidé, informé et j'espère que les suivantes aussi vous apporteront énormément. N'hésitez pas, le replay va pas tarder. Je suis sur le côté technique, essayer de créer cette chaîne YouTube et d'ajouter toutes les vidéos. Encore merci à toutes et une très belle soirée.